Votants 3184. Avis à tous les Ivoiriens. Avis à tous les Ivoiriens qui ont participé à ce boycott national. Nous les Ivoiriens, nous ne nous reconnaissons pas dans cette élection. Nous ne nous reconnaissons pas aujourd'hui. Raison pour laquelle nous ne sommes pas sortis. Nous ne sommes pas sortis, nous avons boycotté au maximum. Parce que nous n'allons pas consommer cette pilule-là. Nous n'allons pas consommer ce braquage-là. Et nous ne serons pas témoins ou bien complices de ce coup d'état civil. Donc les Ivoiriens sont restés à la maison. Je félicite tous les Ivoiriens d'être restés à la maison. Et c'est un message au RDN pour vous faire comprendre que le pays n'appartient pas au RDN. Et toute cette mascarade-là ne nous intéresse pas, ne nous regarde pas. Nous disons ici et maintenant. Taux de participation 58,22%. Bulletin nul 18. Suffrage exprimé 3166. Bulletin blanc 22. Et il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire parce que personne n'est sorti aller voter, à part les militants du RDR. Mais nous allons vous montrer que le pays, là, le pays que vous êtes assis dedans, là, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est très important. Donc il faut rester très concentré. Il faut rester très concentré. Je demande à tout le monde de résister, de manifester partout en Côte d'Ivoire pour que cette mascarade cesse. En 2020, nous avons assisté. En 2025, nous n'allons pas assister. Et France 24, nous tenons à vous dire qu'on s'en fout de vos avis. Oui, oui, les élections en Côte d'Ivoire sont de taux très faibles. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous disons simplement et purement que les Ivoiriens ne sont pas sortis pour participer à cette mascarade-là, à ce coup d'état civil-là, que toute l'opinion internationale assiste. Je remercie tous les Ivoiriens, vaillants peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble et face à un braquage, les Ivoiriens sont prêts à attraper le voleur. Et on va tout mettre en œuvre pour que ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. On reste toujours mobilisés, on reste toujours dans ce truc-là. Ne baissez pas les bras. La Côte d'Ivoire nous appartient. 9. Votants 3184. Taux de participation 58,22%. Bulletin nul 18. Suffrage exprimé 3166. Bulletin blanc 22. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara 3098, soit 97,85%. Madame Eive Simone épouse Gbagbo 16, soit 0,51%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 1, soit 0,03%. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 20, soit 0,63%. Monsieur Don-Melo Séné Awa Jacob, 9, soit 0,28%. Congo-Brazzaville, population électorale, 870, votants, 662, taux de participation, 76,09%. Bulletin nul, 17. Suffrage exprimé, 645. Bulletin blanc, 9. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara, 611, soit 94,73%. Madame Eive Simone épouse Gbagbo, 10, soit 1,55%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 3, soit 0,47%. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 4, soit 0,62%. Monsieur Don-Melo Séné Awa Jacob, 8, soit 1,24%. Angola, population électorale, 745, votants, 628, taux de participation, 84,30%, bulletin nul, 4, suffrage exprimé, 624, bulletin blanc, 23, ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara, 586, soit 93,91%. Madame Eive Simone épouse Gbagbo, 5, soit 0,80%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 1, soit 0,16%. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 7, soit 1,12%. Monsieur Don-Melo Séné Awa Jacob, 2, soit 0,32%. C'est pareil. Cette élection-là, on dirait que c'est pour élire un chef de classe. C'est ça, ça. On n'appelle pas ça élection. Les Ivoiriens, c'est que vous êtes découragés. Les gens vont essayer de se moquer de vous humilier, mais laissez-les prendre confiance qu'ils ont gagné. Vous avez entendu? Ce qui se prépare là. Les gens nous diront, donc vous n'êtes pas encore fatigué, champion. Pour Gbagbo là, il a été investi. Et puis après ça là, ils sont venus l'attaquer puis l'ont pris.
Donc ne pensez pas que Alassane, parce qu'il a voté, ou bien vous avez fait votre schéma, c'est comme les élections sont passées, que non, tout est fini. Mais vous pouvez investir Alassane. Alassane sera pris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Ivoiriens, ne soyez pas découragés. Tenez bon. C'est-à-dire, ne vous ralliez même pas. Et puis, quel rallier même avec qui même. Donc, la victoire est du côté des Ivoiriens. Rien n'est encore perdu. Ce qu'Eli Pada a dit, c'est une prophétie. Une prophétie est dite, mais elle finira par s'accomplir. Donc ne regardez pas le jour, ne regardez pas l'heure. Mais Alassane sera pris. Même s'il l'a investi, Alassane sera pris. Et puis, aucune personne ne va nous décourager. Partagez-moi cette vidéo, laissez vos avis dans les commentaires. Soyez forts mentalement. Parce que Madame Simone et Yves Gbagbo, c'est l'heure de se dire les kémins, comme la jeunesse aime bien le dire. Aujourd'hui, là, notre avenir, notre devenir, parce que pour diriger ce peuple-là, il faut l'aimer. Il faut avoir pitié de cette jeunesse-là, qui est à l'agonie. Madame Simone et Yves Gbagbo, Abidjan.net a sorti les résultats des élections. C'est-à-dire que les élections qui devaient se passer le 25, Abidjan.net a sorti les résultats des élections là. Hier, vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens. On va vous écouter rapidement. Vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens. Mais écoutez ce que vous étiez en train de dire aux Ivoiriens. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner. Et aujourd'hui, vous prenez la parole. Vous nous dites qu'on doit aller aux élections. Mais si vous n'êtes pas au courant, Abidjan.net a déjà partagé les résultats. Où Alassane Dramane Ouattara gagne à plus de 75% sur le territoire national. C'est-à-dire pendant que nous dormions, pendant que vous dormez là, ils ont déjà fait les élections, ils ont déjà voté. Madame Simone et Yves Gbagbo. À un moment donné là, est-ce qu'une mère est censée penser à l'avenir de ses enfants ou une mère est prête à hypothéquer l'avenir de ses enfants? Aujourd'hui, vous venez nous dire, Refuser d'aller voter, refuser de sortir voter, c'est donner le pouvoir au quatrième mandat. Refuser, je le dis ici, je le dis devant vous, mais je le dis à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Refuser de sortir pour aller voter, c'est donner la force et le pouvoir au quatrième mandat. Et moi, je ne veux pas du quatrième mandat. Quand on est fini d'écouter ça et que les résultats sont déjà sortis, Madame Simone et Yves Gbagbo, à un moment donné là, vous rejoignez le peuple, vous rejoignez cette jeunesse là, pour dire les vérités, pour être vrai et honnête. Parce qu'aujourd'hui là, il y a une rumeur qui court, comme quoi vous avez reçu 6 milliards. Il y a une rumeur qui court, je ne confirme pas, que vous avez reçu 6 milliards. Mais est-ce que vous êtes prêts à vendre l'avenir de cette jeunesse là, à hypothéquer notre avenir, tout en sachant que les résultats sont déjà connus? Et comme vous nous avez dit hier, avec cette liste électorale, avec cette CEI là, on ne peut jamais gagner une élection, même si toute l'opposition prend un candidat. Aujourd'hui, vous motivez encore les gens. Mais je tiens à vous rappeler que les mêmes gens que vous motivez là, les résultats sont déjà sortis. On fait comment? Est-ce que tu ne vas pas dire à toute ta bande de rejoindre la population, de rejoindre le peuple? On fait comment? Parce que vous persistez, vous forcez, tout en sachant que vous ne participez pas à une élection crédible en Côte d'Ivoire. Cette dame crédible, honnête qu'on a connue là, nous ne vous reconnaissons plus. Au nom de la politique aujourd'hui là, madame, vous êtes en train de prendre des décisions qui vraiment écœurent le cœur des Ivoiriens et qui mettent la haine encore dans le cœur. Die-Script, la vérité sur les élections en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens descendent dans les rues. Ils crient, ils manifestent, ils exigent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils affirment que quelque chose ne tourne pas rond avec ces élections. Alassane Ouattara est déclaré vainqueur, mais les citoyens ne l'acceptent pas. Ils pointent du doigt des irrégularités massives qui remettent en question toute la légitimité du scrutin. Imaginez un pays de plusieurs millions d'habitants où seulement 3000 personnes auraient voté. Oui, vous avez bien entendu. 3000 personnes. C'est ce que dénoncent les manifestants dans les rues d'Abidjan et d'autres villes du pays. Comment un président peut-il prétendre avoir gagné démocratiquement quand la majorité écrasante de la population n'a même pas participé au vote? Cette question résonne dans chaque quartier, dans chaque foyer ivoirien. Le 25 octobre, jour prévu pour les élections, les Ivoiriens sont restés chez eux. Pas par paresse, pas par désintérêt, mais par manque total de motivation et de confiance dans le processus électoral. Quand un peuple refuse massivement de se déplacer aux urnes, cela envoie un message puissant. Ce message dit « Nous ne croyons plus en ce système. Nous ne faisons plus confiance à ceux qui le dirigent. Et surtout,
Nous refusons de cautionner une mascarade. Les bulletins nuls. Parlons-en. Les manifestants soulèvent un point crucial. Il y aurait eu énormément de bulletins déclarés nuls. Dans n'importe quelle élection crédible, le nombre de bulletins nuls reste généralement faible. Mais quand ce chiffre explose, cela soulève des questions légitimes. Est-ce que les électeurs ne savaient vraiment pas comment voter? Ou bien y a-t-il eu manipulation? Les Ivoiriens dans la rue penchent clairement pour la deuxième hypothèse. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est l'accusation directe de falsification des documents. Selon les manifestants, Alassane Ouattara et son administration seraient en train de manipuler les papiers officiels pour s'accrocher au pouvoir. Falsifier des résultats électoraux n'est pas une accusation légère. C'est une attaque frontale contre la démocratie elle-même. Si ces allégations s'avèrent vraies, cela signifierait que le peuple ivoirien se fait voler sa voix, son droit fondamental de choisir ses dirigeants. L'opposition politique ne reste pas silencieuse. Les partis d'opposition dénoncent également ces irrégularités et soutiennent le mouvement populaire. Ils appellent à la transparence totale, à un recomptage des votes, voire à de nouvelles élections supervisées par des observateurs internationaux indépendants. Mais leur voix semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Le pouvoir en place maintient sa version des faits et refuse toute remise en question. Dans les rues, l'ambiance est électrique. Les jeunes surtout sont en première ligne. Ils représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire, et ils refusent de voir leur pays sombrer dans l'autoritarisme déguisé en démocratie. Ils scandent des slogans, brandissent des pancartes, filment tout sur leur téléphone pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe réellement. Les réseaux sociaux explosent avec des vidéos de manifestations, des témoignages de citoyens ordinaires qui racontent leur frustration. La classe moyenne, qui d'habitude reste plutôt neutre lors des tensions politiques, commence aussi à rejoindre le mouvement. Quand les commerçants, les enseignants, les chauffeurs de taxi tous disent la même chose, il faut écouter. Ces gens n'ont aucun intérêt partisan particulier. Ils veulent simplement vivre dans un pays où leur vote compte, où les élections sont justes, où le pouvoir change de main pacifiquement quand le peuple le décide. Les femmes aussi sont présentes en grand nombre dans ces manifestations. Elles portent leurs enfants sur le dos, elles marchent avec détermination. Elles en ont assez de voir leur famille souffrir sous une gouvernance qu'elles estiment illégitime. Elles veulent un avenir meilleur pour leurs enfants, un avenir où la justice et la transparence ne sont pas de vains mots. Certains quartiers d'Abidjan sont paralysés par ces manifestations. Les commerces ferment, les transports s'arrêtent, la vie normale est suspendue. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens considèrent que rien n'est plus important que de défendre leur démocratie en ce moment précis. Ils sont prêts à sacrifier quelques jours de travail, quelques jours de revenus, pour faire entendre leur message. La question qui revient sans cesse est simple mais fondamentale. Comment peut-on parler de victoire électorale quand la majorité du peuple n'a pas voté? Les chiffres ne mentent pas. Sur des millions d'Ivoiriens en âge de voter, seulement quelques milliers se seraient déplacés selon les manifestants. Cette participation catastrophique invalide automatiquement les résultats aux yeux de la population. Les comparaisons avec d'autres pays africains fusent. Les Ivoiriens regardent leurs voisins qui ont réussi des transitions démocratiques pacifiques et se demandent pourquoi leur propre pays ne peut pas faire pareil. Ils voient le Ghana à côté, où les élections sont généralement reconnues comme libres et transparentes, et ils se sentent trahis par leurs propres dirigeants. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire est marquée par des crises post-électorales violentes. Les Ivoiriens n'ont pas oublié les années sombres, les divisions, les morts. Personne ne veut revivre cela. Mais en même temps, ils ne peuvent pas accepter qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils exigent la vérité, même si cette vérité dérange le pouvoir en place. Les accusations de falsification sont précises. Les manifestants parlent de procès-verbaux modifiés, de résultats inventés de toutes pièces dans certaines zones, de bureaux de vote fantômes où personne n'a voté, mais où des centaines de bulletins en faveur d'Ouattara auraient mystérieusement été comptabilisés. Si tout cela est vrai, nous sommes face à une fraude électorale massive et organisée. Le rôle des médias locaux est également scruté. Certains journaux et chaînes de télévision sont accusés de relayer la propagande du pouvoir sans questionner les chiffres officiels. D'autres médias, plus indépendants, essaient de donner la parole aux manifestants et à l'opposition, mais ils font face à des pressions énormes. Des journalistes reçoivent des menaces. Certains sont arrêtés temporairement pour avoir couvert les manifestations. La communauté internationale observe avec attention. Des organisations comme l'Union africaine et la CEDEAO suivent la situation de près. Certains pays occidentaux ont exprimé leurs préoccupations concernant les irrégularités rapportées. Mais pour l'instant, aucune action concrète n'a été prise pour forcer une enquête indépendante sur ces allégations de fraude. Les Ivoiriens dans la diaspora se mobilisent également. À Paris, à New York, à Bruxelles, des rassemblements ont lieu devant les ambassades de Côte d'Ivoire.
Ces Ivoiriens de l'étranger veulent montrer leur solidarité avec leurs frères et sœurs restés au pays. Ils organisent des campagnes sur les réseaux sociaux, collectent des fonds pour soutenir le mouvement, contactent leurs élus locaux pour mettre la pression diplomatique. Le discours officiel du gouvernement reste inflexible. Alassane Ouattara et son équipe affirment que les élections se sont déroulées dans des conditions normales et que les résultats reflètent la volonté du peuple. Ils accusent l'opposition de vouloir déstabiliser le pays et de refuser d'accepter la défaite. Les stratégies de résistance se diversifient. Au-delà des manifestations de rue, les Ivoiriens inventent de nouvelles formes de protestation. Certains quartiers organisent des sit-ins pacifiques qui bloquent les axes routiers principaux. D'autres communautés lancent des grèves de consommation, refusant d'acheter des produits dans les commerces appartenant à des personnes proches du pouvoir. Cette créativité dans la résistance montre que le mouvement ne repose pas seulement sur la colère, mais sur une réflexion stratégique profonde. Les avocats et juristes ivoiriens se mobilisent aussi. Plusieurs cabinets offrent leurs services gratuitement pour défendre les manifestants arrêtés. Des associations de défense des droits humains documentent chaque abus, chaque arrestation arbitraire, chaque usage excessif de la force. Ces documents serviront peut-être un jour devant des tribunaux nationaux ou internationaux. La mémoire de ces événements est en train de s'écrire, minute par minute. Dans les universités, les étudiants boycottent massivement les cours. Les campus deviennent des lieux de débats politiques enflammés. Les professeurs eux-mêmes participent souvent à ces discussions, abandonnant temporairement leur programme académique pour parler de citoyenneté, de démocratie, de droits constitutionnels. L'éducation prend une forme différente en ces temps de crise. Une éducation civique urgente est nécessaire. Les artistes ivoiriens transforment leur art en arme de contestation. Les musiciens composent des chansons qui dénoncent la fraude électorale. Ces morceaux circulent sur toutes les plateformes, deviennent viraux, sont repris en chœur lors des manifestations. Les rappeurs en particulier trouvent les mots crus et directs qui résonnent avec la jeunesse. Leurs clips vidéo montrent la réalité des rues, la détermination du peuple, la répression policière. Les peintres et graffeurs couvrent les murs de la ville avec des fresques politiques. Des portraits de citoyens ordinaires deviennent des symboles de résistance. Des slogans puissants apparaissent partout. Notre vote, notre voix. 3000 votes ne font pas une nation. La vérité libérera la Côte d'Ivoire. Ces œuvres d'art urbain transforment l'espace public en galerie de la contestation. Les comédiens et humoristes jouent également un rôle crucial. Avec leur satire, ils ridiculisent les incohérences du discours officiel. Ils miment les conférences de presse du gouvernement en exagérant les mensonges évidents. L'humour devient une arme redoutable qui démystifie le pouvoir et le rend ridicule aux yeux de tous. Même dans la colère, les Ivoiriens trouvent des raisons de rire de l'absurdité de la situation. Les femmes organisent des marches spécifiques. Elles portent des pagnes aux couleurs nationales et marchent en silence, ce qui rend leur protestation encore plus impressionnante. Le silence de milliers de femmes qui avancent avec détermination crée une atmosphère solennelle et puissante. Elles portent des pancartes avec les photos de leurs enfants, rappelant qu'elles manifestent pour l'avenir de la prochaine génération. Dans les villages et zones rurales, loin de la capitale, le mouvement prend aussi racine. Les paysans, souvent oubliés dans les calculs politiques, commencent à se faire entendre. Ils dénoncent le fait que leurs régions sont systématiquement négligées, que les promesses électorales ne se concrétisent jamais en développement réel. Pour eux aussi, ces élections représentent une tromperie de plus dans une longue série. Les chefs de village traditionnels se prononcent. Leur parole a un poids énorme dans les communautés rurales. Quand ces sages déclarent que les élections ne reflètent pas la volonté du peuple, cela légitime le mouvement de contestation aux yeux de millions de personnes qui respectent profondément l'autorité traditionnelle. Cette alliance entre modernité urbaine et sagesse traditionnelle renforce considérablement le mouvement. Les témoignages d'observateurs indépendants commencent à filtrer. Certaines ONG internationales qui avaient des représentants sur place confirment des irrégularités majeures. Elles parlent de bureaux de vote fermés dans certaines zones, d'électeurs empêchés de voter, de bulletins distribués de manière sélective. Ces rapports viennent corroborer ce que les manifestants disent depuis le début, donnant une crédibilité internationale à leurs revendications. La diaspora intensifie ses actions. Des Ivoiriens établis en Europe et en Amérique organisent des conférences de presse dans les capitales étrangères. Ils rencontrent des parlementaires, des diplomates, des journalistes pour expliquer la situation réelle en Côte d'Ivoire. Leur objectif est clair, empêcher que la communauté internationale reconnaisse ces résultats électoraux frauduleux et fasse pression pour de nouvelles élections crédibles. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille parallèle. Des comptes officiels du gouvernement publient des statistiques que personne ne croit. En réponse, des citoyens ordinaires publient des vidéos tournées le jour du scrutin montrant des bureaux de vote vides, des rues désertes, prouvant que la participation était effectivement catastrophique.
Cette guerre de l'information se joue en temps réel, avec des millions de spectateurs. Certains membres de l'administration elle-même commencent à avoir des doutes. Des fonctionnaires murmurent en privé qu'ils ont été forcés de signer des documents falsifiés. Quelques-uns, courageusement, démissionnent publiquement en expliquant qu'ils ne peuvent plus cautionner cette mascarade. Ces transfuges du système apportent des révélations explosives sur les mécanismes de la fraude, confirmant les pires soupçons. Les syndicats se joignent au mouvement. Les enseignants, les travailleurs de la santé, les employés des transports publics annoncent des grèves de solidarité. Quand ces secteurs vitaux s'arrêtent, c'est tout le pays qui se fige. Le gouvernement réalise alors que le mécontentement n'est pas limité à quelques agitateurs, mais traverse toutes les couches de la société ivoirienne. Les églises et mosquées deviennent des sanctuaires pour les manifestants. Les leaders religieux ouvrent leurs portes pour offrir un refuge à ceux qui fuient la répression policière. Dans ces lieux sacrés, on soigne les blessés, on réconforte les traumatisés, on organise la résistance. La dimension spirituelle du mouvement prend de l'ampleur, avec des prières collectives pour la justice et la vérité. Le gouvernement essaie de diviser le mouvement en jouant sur les différences ethniques ou régionales. Mais cette stratégie échoue largement. Les manifestants scandent qu'ils sont d'abord et avant tout ivoiriens, que leur lutte transcende les clivages traditionnels. Des images puissantes circulent montrant des jeunes de toutes origines marchant main dans la main, prouvant que l'unité nationale peut exister autour de valeurs démocratiques. La pression économique commence à se faire sentir sur le régime. Les sanctions internationales sont évoquées. Certains pays suspendent leurs aides au développement en attendant des éclaircissements sur les irrégularités électorales. Les investisseurs étrangers retirent leurs capitaux, craignant une instabilité prolongée. Cette hémorragie financière pourrait forcer le gouvernement à négocier s'il veut éviter l'effondrement économique.